Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. La deuxième partie de Géopolitique le MAG, c'est l'heure de retrouver comme chaque semaine Léa Landman. Bonsoir Léa. Bonsoir Steve. Et merci d'être avec nous. Léa, c'est une grande question depuis le 7 octobre. Y aura-t-il un nouveau front au nord d'Israël? Et surtout, est-ce qu'Israël et le Hezbollah en resteront-ils à une guerre de basse intensité? Alors comme vous le dites, c'est la grande question. Et en fait, pendant un moment, il semblait que oui. Ni le Hezbollah ni Israël ne voulaient ouvrir un nouveau front. Du côté israélien, le focus était donc évidemment sur Gaza et les otages. Du côté Hezbollah, l'idée était de montrer leur soutien au Hamas, mais gentiment. Je dis bien gentiment, entre guillemets. De loin. C'est-à-dire de manière relativement mesurée. Donc sous le rave de la guerre, comme on dit en Israël. C'est-à-dire des frappes un combat suffisamment contrôlé pour pas engendrer une guerre générale. Bon, en effet, depuis le début de la guerre, le Hezbollah s'est joint aux attaques en signe de soutien de solidarité au Hamas. Mais si au début, il semblait que l'idée n'était pas d'ouvrir un nouveau front avec Israël, à la grande déception du Hamas d'ailleurs, ces derniers mois font penser qu'une opération de grande envergure est inévitable, en tout cas bien sur le tapis. Le problème dans la région, c'est que trop facilement les événements peuvent déborder, c'est-à-dire qu'on sait très bien où ça commence, mais on ne sait pas très bien comment ça se termine. En Israël, depuis le début de la guerre, certaines voix militaires et autres pensent qu'il est temps de réduire la menace dans le nord. Et pas seulement à l'extrême droite. Et pas seulement à l'extrême droite. Ah oui, clairement, pas seulement à l'extrême droite. Dans le mainstream israélien. Depuis le 7 octobre, il y a eu des milliers d'attaques de roquettes, de missiles, drones et autres menées par le Hezbollah et Israël en riposte. Le Hezbollah a également violé à plusieurs reprises la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, on y reviendra, en déployant des forces et en tirant des missiles guidés anti-chars et autres armes à distance contre Israël depuis la zone située entre la ligne bleue, donc la ligne de démarcation entre Israël et le Liban, et le fleuve Litanie. La résolution 1701 disait qu'il n'y avait pas de force du Hezbollah au sud du Litanie. Votée après la Seconde Guerre du Liban en 2006. Oui, résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon une analyse de géolocalisation du Centre de recherche stratégique et internationale, le CSIS américain. Donc Israël, quand même, on va remettre un peu des chiffres dans le contexte. Israël a évacué 80 000 habitants du nord. Au Liban, on parle de 100 000 personnes évacuées. À Kiryat Shmona, il reste à peu près 3 000 habitants sur 22 500. 70% des maisons du kibbutz Manara ont été touchées par des tirs du Hezbollah. Les frappes israéliennes ont tué environ, on parle à peu près de 400, 300, certains chiffres, mais probablement quelque part entre les deux, du Hezbollah depuis le 7 octobre et environ 80 civils. Les attaques depuis le Liban contre Israël ont tué 19 soldats israéliens et 10 civils, pour l'instant. Ces derniers jours, des incendies ont ravagé le nord d'Israël, on a vu les images. Absolument. Le sud Liban rapporte des incendies également. Ces images d'Israël qui brûlent, c'est un peu métaphorique quand même, et la dernière frappe sur un terrain de foot qui a fait 1 mort et 10 blessés semble quand même changer la donne. Israël a dit officiellement, il est temps de prendre une décision. Alors que le Hezbollah prévient qu'il ne veut pas élargir la guerre, mais est prêt à se battre si une guerre est imposée par Israël, donc bonjour l'ironie quoi. Si jusqu'à présent Israël s'est principalement concentré sur des frappes chirurgicales contre des combattants du Hezbollah, des entrepôts d'armes et des points de tir, ces dernières semaines, les incursions au Liban se sont quand même intensifiées. Bon, le Hezbollah avait déjà prévenu qu'un cessez-le-feu dans le nord dépendait d'un cessez-le-feu à Gaza. Léa, quels sont les arguments qui sont mis en avant par ce centre de recherche américain? Alors, il met en avant 3 arguments principaux pour faire simple. La situation sécuritaire s'est considérablement détériorée ces derniers mois, puisque les attaques du 7 octobre ont profondément accru l'insécurité israélienne, donc le sens d'insécurité israélienne. La tolérance israélienne pour le risque posé est très faible. Un mot sur cette insécurité. Le dôme de fer et d'autres moyens de défense ont fait croire à un faux sentiment de sécurité en Israël. Et puis aussi, il faut le dire, on était prêt à accepter ou à tolérer des débordements dans le sud comme dans le nord, mais le 7 octobre a tout changé. Au détriment d'ailleurs des habitants de ces zones-là. Surtout au détriment des habitants. Et puis de fait, le territoire israélien a été réduit, puisqu'il n'y a plus d'habitants, enfin on recommence un peu maintenant, mais il y a à peu près 200 000 évacués quand même en Israël, ou de personnes déplacées. C'est inédit. Israël voulait attaquer le Liban le 8 octobre, craignant une attaque similaire à celle du Hamas, mais venant du nord. Donc on voyait très bien un scénario où le Hezbollah passe la frontière, C'était une erreur etc. à votre avis, Léa? En fait, les Américains ont dissuadé les Israéliens. Ils n'étaient pas sûrs que les informations étaient fiables. D'accord ? Une erreur, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut avoir 2 fronts aussi intenses en même temps ?
C'était du point de vue J'en américain sais pour rien. éviter une escalade régionale. Exactement. Ça, c'est Les très clair. Américains le voyaient venir, ils comprenaient très bien que les Israéliens à Gaza, ça allait taper fort. Ils ne savaient pas s'il fallait maintenant ouvrir un autre front dans le nord, surtout qu'au début, les ripostes, enfin, pas du tout les ripostes, mais les attaques du Hezbollah étaient, encore une fois, c'était autour des fermes de Shabbat, vraiment dans des endroits où on accepte en fait des tirs du Hezbollah. Ou près de la frontière. Près de la frontière, exactement. Bon, il n'empêche qu'un déplacement de 150 civils des deux côtés, ça remet les choses un peu, un peu en pression. 150 000, bien sûr. 150 000. Et ça a créé une pression croissante, notamment en Israël, pour modifier la situation sécuritaire afin que les civils puissent revenir. On voit ça encore plus depuis quelques semaines où il y a une grosse pression en Israël. Ils ont l'impression d'être abandonnés, les civils israéliens. Le Hezbollah et les groupes liés à l'Iran, au Liban et en Syrie continuent d'accumuler des armes à distance capables de frapper Israël. Et le Hezbollah continue de violer la résolution 1701, dont on a parlé tout à l'heure. À cela, c'est très important quand même, il faut ajouter les capacités militaires importantes du Hezbollah, qui est en fait l'acteur non étatique le plus puissant aujourd'hui dans le monde. En tout cas, le mieux armé. On estime entre 120 000 et 200 000 le stock de missiles balistiques guidés à courte portée, de missiles balistiques non guidés à courte et moyenne portée, et de roquettes non guidées à courte et longue portée du Hezbollah, sans parler des drones, de l'artillerie et des systèmes de défense aérienne. Donc beaucoup plus que le Hamas avant la guerre. C'est incomparable, en fait. D'abord parce que pour que les armes rentrent à Gaza, il faut passer par des tunnels, etc. Et là, on va en parler tout de suite, mais en fait, le chemin est libre pour l'Iran de faire passer les armes jusqu'au Liban. Donc, et cette histoire de défense aérienne, elle est hyper intéressante parce qu'on peut voir, il y a des graphes qui montrent que les incursions israéliennes de l'armée de l'air israélienne ont diminué ces dernières années parce que les systèmes de défense du Hezbollah ont augmenté en puissance. Donc, en fait, l'Iran a apporté des systèmes de défense incroyables. Donc, c'est-à-dire que les avions israéliens ne sont plus complètement safe quand ils passent au-dessus du sud Liban. Ça, c'était donc le premier argument qui montrait cette évolution de la situation depuis le 7 octobre. Quels sont les deux autres, Léa ? Alors, je vais essayer de le faire plus court cette fois-ci. Deuxièmement, la violence et les tensions entre Israël et le Hezbollah n'ont pas été aussi intenses depuis la guerre du Liban en 2006, il y a presque 20 ans quand même. Des milliers d'incidents violents concentrés autour de la ligne bleue et du plateau du Golan. Il y a une analyse de géolocalisation du CSIS, donc ce fameux centre, qui indique que les missiles anti-chars guidés du Hezbollah ont frappé les forces israéliennes depuis des sites de lancement dissimulés à moins de 3 km de la ligne bleue et à au moins 17 reprises depuis le 7 octobre en violation flagrante de la résolution 1701. Ok, bon, après, c'est pas nouveau, d'accord ? Cette résolution 1701 n'a presque jamais été respectée par le Hezbollah. Troisièmement, et ça c'est intéressant, les États-Unis doivent intensifier leurs efforts diplomatiques pour prévenir une guerre totale. Ça, c'est un de leurs arguments. Via l'émissaire notamment spécial Amos Hochstein. Ouais. Cette guerre serait dévastatrice pour le Liban, on le sait très bien, mais elle serait aussi dévastatrice pour Israël. Elle pourrait avoir de graves conséquences régionales, encore plus maintenant si l'Iran décide de s'impliquer davantage directement ou indirectement à travers les proxys. On a vu ce qui se passait quand ils étaient relativement motivés de soutenir le Hamas. Le Hezbollah, c'est une toute autre histoire. Inclut évidemment une intensification des attaques contre les bases américaines et le personnel américain dans la région. Donc en fait, une guerre avec le Hezbollah, c'est pas du tout la même chose qu'une guerre avec le Hamas. Là, il nous reste à peu près 1 minute 32 minutes. De quoi aurait l'air une guerre avec le Liban pour Israël ? Alors, déjà, on a dit que le réapprovisionnement des armes serait beaucoup plus facile. Du coup, le Hezbollah se sentirait vraiment libre, en fait, d'utiliser son arsenal. Deuxièmement, on l'a dit, mais le Hezbollah est beaucoup plus puissant, beaucoup mieux armé, beaucoup plus expérimenté qu'en 2006. Ils ont eu le temps de s'entraîner, en fait, en Syrie. Okay, ils ont soutenu le régime Assad. Oui, ils ont soutenu le régime Assad. Ils ont 60 000 combattants sur le terrain qui savent en fait opérer assez indépendamment. C'est comme ça que la méthodologie du Hezbollah fonctionne. Donc, il y aura... Et si on regarde un peu comment le Hezbollah opère depuis le 7 octobre, ce sera surtout sur des infrastructures israéliennes et sur des bases militaires. Okay, donc, ça peut complètement paralyser le pays. Pour terminer, est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient... Oui, alors vous parliez d'Amos Hochstein. Vous parlez d'Amos Hochstein. Lui, c'est le conseiller principal de Biden. C'est lui qui avait négocié en fait l'accord maritime entre Israël et le Liban en 2022. Il a un plan en 3 parties, en 3 phases, en 3 volets, appelez ça comme vous voulez, où en fait le Hezbollah se retirerait du sud Liban au nord du Litanie. La FINUL, donc la force de l'ONU qui est censée, mais ne le fait pas. Mais elle serait renforcée cette fois.
Elle serait renforcée, mais encore faut-il qu'elle puisse agir ou qu'elle veuille agir. Et qu'elle ait un mandat pour ça, c'est aussi elle ça. Elle a le mandat, mais ils sont un peu frileux sur le coup. Et pourquoi ils le feraient si le Hezbollah les menace, les mecs de la FINUL, finalement, ils sont pas très motivés de faire leur travail. Et puis surtout, c'est l'armée libanaise qui prendrait la place au sud du Litani. Donc une garantie étatique, pratiquement. Et puis, en contrepartie, des paquets economic package, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des paquets économiques, des aides économiques importantes. On sait très bien que le Liban traverse une super grave crise économique. Ils ont un réseau électrique au Liban qui fonctionne quelques heures par jour. Et Hochstein a dit qu'ils avaient tout à fait les moyens, ils savaient mettre en place des mesures qui feraient en sorte qu'il y aurait 12 heures d'électricité par jour. C'est très conséquent. Plus, juste pour ajouter, il y a des grosses tensions, des très très grosses tensions entre le Hezbollah et les partis chrétiens au Liban. Juste, je voudrais terminer par ce qui se dit en Israël, vraiment un mot. Oui. C'est un peu divisé, Gantz, Eisenkot et Gallant, un peu des versions différentes, mais aimerait bien essayer d'amener l'option de diplomatie un peu corsée quand même, ce ne sera pas de la diplomatie de bisounours, mais d'essayer d'exploiter jusqu'au bout la diplomatie américaine. Donc jusqu'au bout, ça veut dire encore quelques semaines, quelques mois peut-être. Je ne sais pas dire de timeline. Je ne sais pas. Netanyahou voudrait finir de se concentrer sur Gaza et se concentrer sur le Nord après. Mais en tout cas, il y a une volonté de laisser les Américains travailler encore un petit peu. Et les Français aussi peut-être, qui avaient fait une proposition un peu similaire, même si c'était plutôt 10 km que 20. Oui, mais après, Kissinger disait bien au Moyen-Orient, il n'y a que les Américains qui peuvent faire. Donc peut-être que les Français ont réussi à contrôler un peu le Hezbollah jusqu'à maintenant, mais franchement, ce sera les Américains qui déblaieront cette affaire. Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été Steve. Avec nous ce soir dans Géopolitique Le Mag. On peut retrouver votre chronique, notamment en vidéo, sur YouTube. Très bonne fin de semaine à vous et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.